nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices, on va les oublier, on va rentrer dans le vif du sujet. Si je vous dis bienvenue dans ta maison, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous tous les quatre, je vais voir si vous suivez bien l'actualité. Bienvenue dans ta maison. Ça, c'est la chimie, ça. La chimie Bravo. On a une autre lecture aussi à faire, c'est bienvenue, pour faire écho à ce que vient de faire Eddy dans son salon du tourisme, c'est bienvenue dans ton pays, pour visiter ton pays, plutôt que d'aller prendre l'avion et d'aller ailleurs. Voilà. moi c'est exactement cet accueil, c'est le sens que je lui ai donné, l'accueil de l'Alchimie à Manuel Valls. J'ai vu une dame qui fustigeait l'Alchimie. Qui ça? C'est M. Tala. Bref, peu importe, c'est un détail. Pour l'Alchimie, la déclaration suite à la visite de M. Valls est la suivante. Il estime que les échanges ont été marqués par une volonté de co-construction autour des enjeux majeurs du territoire. Je vous fais l'inventaire à la Prévert. Alors, les Martiniquais attendent d'obtenir des engagements concrets de l'État, mais ça a toujours été comme ça, rien de nouveau, pour sortir d'un modèle économique marqué par un développement insuffisant et des inégalités persistantes. On le sait, plus précisément. Alors, voilà l'inventaire. La lutte contre la vie chère, vous allez me dire à la fin ce qu'il faut ajouter. Vous allez me dire aussi ce qu'on peut régler par nous-mêmes sans que M. Valls soit obligatoirement bienvenu dans notre maison. La lutte contre la vie chère, l'autonomie alimentaire, le retour des forces vives et l'accompagnement social, la revendication d'une égalité réelle et un soutien structurant pour corriger les déséquilibres historiques. C'est l'histoire des trois pattes là, dont parle et dit souvent que notre système, on est à une course, on est désavantagé, donc il faut rééquilibrer cette patte qui nous manque. La prise en charge des aides individuelles, on y vient. Alors, c'est l'APA, la PCH, le RSA. Vous savez qu'on va y passer un jour. Hein, on va faire le détail de tout ça. Donc, il faut préparez-vous. Hein. Toutes ces aides qui permettent à cette société de ne pas exploser ou de ne pas imploser. Ou que l'État ne compense pas. Soit un déficit, dit M. Letchimy, de 150 millions d'euros. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il a oublié de nous rappeler, M. Letchimy, comme priorité il y a des choses qui sont évidentes, c'est le domaine régalien. C'est que l'État ne fait pas son boulot en matière de santé. D'accord. Ah ben oui. OK. Christian? Ni en matière de surveillance du territoire, parce que le narcotrafic, aujourd'hui, déstabilise nos pays. Oui, d'accord. Et on aurait pu penser que dans les préoccupations, en partenariat avec l'État, on pourrait parler de la culture. Oui, bien sûr. Emmanuel? Il ne faut pas l'oublier. Non, moi je pense que l'État doit d'abord se focaliser sur ces sujets régaliens, et au premier rang desquels, en effet, la santé, mais surtout la sécurité, qui est un problème majeur, et qui est peut-être... Là, il a un rôle à jouer, un pouvoir à assumer, qui est plus important que tout le reste. Et l'accumulation à la Prévert, finalement, masque un petit peu le cœur de ses responsabilités, qui doit être au niveau du régalien. Question subsidiaire. Si maintenant on mettait dans une salle les principaux acteurs économiques de l'île et les responsables politiques les plus importants, un PCI commune importante et tout, on leur demandait de gamberger, pour prendre une expression facile, qu'est-ce qui en ressortirait d'après vous comme priorité, comme action concrète? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Si, une sorte de magie, quoi. Il y avait des gens qui se réunissaient à une salle, ils lâchaient leur téléphone portable, ils disaient on va se mettre là, puis on va discuter du devenir, le bien-être de Tipol, le bien-être de Mamédé. Et puis qu'est-ce qu'on va faire pour que demain on puisse vivre ensemble, donner à manger, à boire? Qu'est-ce qui pourrait ressortir de cette rencontre? Puisque tu parles du vivre ensemble, hein, il a été question d'une étude qui a été faite par Tous Créole, et la préoccupation majeure, c'est l'accès à un emploi des personnes, d'avoir une activité pour avoir des revenus économiques. Continue sur cette étude des Tom. Continue. Oui, donc il y a comment dirais-je, enfin je ne suis pas... moi, il m'a semblé, la question de la diminution des inégalités, c'est une autre préoccupation majeure des personnes. Moi, j'ajouterais que pour pouvoir, il y a la question des transports, parce que pour pouvoir arriver à son travail, je prends un exemple, hein, tout simplement, hein, on doit recevoir dans un organisme quelqu'un qui a répondu à une offre d'embauche et qui envoie un mail désespéré en disant mais ça fait 2 heures que j'attends le transport, je n'ai pas de voiture, est-ce que vous pouvez me donner un autre rendez-vous? Ça, tout simplement, rien que ça. Et ça, le travail, après, il n'aura peut-être pas le travail. Eddy? Moi, je pense que la réponse, elle est bien évidemment
législative. Donc, les gens qu'on réunit dans la salle, là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. D'accord? Ça, c'est le gouvernement sur des tonnes de décisions. Mais oui, mais eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est se mettre d'accord sur le fait qu'il faut une réponse économique qui est celle du crédit. C'est-à-dire que ces gens vont créer un fonds d'investissement. Les privés mettent de l'argent, le public met de l'argent, et on ne s'adresse qu'aux gens qui veulent moins de 500 000 euros. Voilà. Et ça draine une espèce de flux extrêmement important de facilitation du business, de la création d'entreprises, de l'achat d'un petit moteur, de l'achat d'une voiture, etc. Ce crédit de petite taille ne fonctionne plus avec les banques en Martinique, tout simplement parce qu'elles gagnent pas assez d'argent et que si elles font que ça, elles vont faire faillite. Il faut prendre le relais à travers un fonds d'investissement. C'est ça, c'est ce que j'appelle la réparation. C'est ça, c'est de dire, bon les mecs, on a un paquet de blé, ce paquet de blé vient à l'origine de ce que j'appelle un avantage déloyal. Bon, nous trouver ça là, nous prend, bon, ok. Maintenant, il faut remettre sur la table. Pas grand-chose, mais il faut remettre et aider les petites gens. Emmanuel? Moi, je pense qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Dans tous les pays du monde, ceux qui créent la richesse, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs, ce sont ceux qui se lèvent tôt, qui mettent leur argent sur la table pour investir dans leur business, qui emploient, qui embauchent, qui croient, qui ont des perspectives. Et moi, je crois qu'ici, en Martinique, il faut réconcilier impérativement le politique avec l'économique, avec le monde économique, y compris sur le regard culturel que l'on a vis-à-vis de l'autre, parce qu'aujourd'hui, ça se regarde en chien de faïence, ça se suspecte en permanence, ça se critique à distance, et ça ne peut pas marcher. Et ça va jusqu'au mépris. À un moment donné, ça va jusqu'au mépris, Emmanuel. Ça va jusqu'au mépris. Et un pays ne peut se réveiller que quand politique et chef d'entreprise se mettent d'accord pour avancer de manière franche, que le politique remette en place les conditions d'un bon développement, de la confiance dans la relation à l'autre, et que les énergies qui sont là, qui sont disponibles, se déploient pour créer de la richesse. Économie culturelle. Tu l'as dit tout à l'heure, si on se réunissait et puis on disait quelque chose ensemble, ça va faire. On est toujours opposés. Donc, on est un petit pays, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On va le faire un jour, voilà. Christian. Deuxième élément, je souscris à l'idée effectivement de l'emploi. C'est important l'emploi. Alors, il y avait des emplois aidés. On a vu qu'est-ce qu'il y a. On n'a plus d'emplois aidés. Alors, si effectivement il y a, comme notre ami Emmanuel dit, si on a un dispositif qui permet d'employer en allégeant les choses, ça me paraît fondamental. Et puis, mon dada, c'est la signalétique. La signalétique en Martinique, il faut nettoyer les panneaux. Tous les panneaux qui sont sales. Je suis passé à du côté écrit ni Le Pen ni Macron. Ça fait 5 ans que c'est comme ça. La propreté, si on habitue la propreté, on habitue à la culture, on habitue à l'ordre. Voilà, donc la signalétique, c'est un problème, à mon avis, qui est un problème. Tu sais qu'ils vont finir par t'écouter. Mais respirer. Un sujet, si on va prendre, pas de l'oxygène, c'est pas vrai, parce que ces problèmes-là, ce sont des problèmes qui nous asphyxient, donc il faut qu'on les règle. Et nous ne sommes pas habilités, effectivement, à prendre... nous ne pouvons que conseiller, que donner des avis pondérés. Face aux monstres, c'est un sujet qui a été confié à Emmanuel, qui parle de ce qui est devenu ta chasse gardée, ça veut dire l'Amérique. C'est pas ma chasse gardée. En tout cas, le sujet que tu m'as confié, il est très sensible et il peut être très polémique, puisqu'en réalité, tu me demandes d'observer ce qui se passe aux États-Unis et de comparer avec ce que l'histoire nous a laissé il y a quelques décennies. Donc c'est ce parallèle que face au monstre, c'est ça le thème de cette chronique qui a été publiée. Alors, moi j'ai lu attentivement ce texte, j'en dégage 3 grandes idées, de manière assez factuelle. La première idée qui me paraît importante, c'est la destruction programmée des institutions démocratiques par l'administration Trump. On observe un désengagement de tous les grands services de l'État fédéral, la santé, la science, l'éducation, la préservation de la nature. Ce sont des budgets qui sont effacés et qui relèvent du fédéral pour plutôt laisser chaque État dans sa responsabilité d'État, mais on efface le volet fédéral. Et ça, quand on compare avec ce qui s'est passé au siècle dernier, notamment en Europe, il y avait eu cette volonté d'affaiblir la partie fédérale de l'État d'Allemagne
pour pouvoir renforcer le pouvoir centralisé. C'est ça. Donc ça, on peut déjà faire ce premier parallèle. La deuxième idée, c'est, et là on le voit de manière affolante par l'expression de cette administration dans les médias, c'est la montée du populisme et la polarisation politique. Alors il y a toujours eu aux États-Unis deux blocs, qui étaient deux blocs adversaires, qui sont devenus maintenant deux blocs ennemis. C'est d'une violence absolue, la relation entre les démocrates et les républicains. Et il y a une culture de la haine, on parle même du troupeau haineux. Quand on observe les groupes politiques aux États-Unis, ça c'est une dérive qui est très forte, très récente. Et là encore, quand on observe ce fait, qu'on compare à ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, eh bien, la montée du fascisme a été facilitée par une société divisée, fractionnée, et qui affaiblissait le pouvoir politique en place. Donne-nous une définition du populisme. On connaît le sens exact. Il y a beaucoup de définitions. Moi, ma définition, c'est de dire le populisme, c'est de croire que c'est de parler au peuple, sauf que le peuple, c'est le peuple tel que je le définis, moi, avec mes propres critères. C'est-à-dire que j'exclus tous les autres qui ne sont pas dans ma définition du peuple. Ça veut dire que je m'adresse à la partie qui correspond à mon idéologie. C'est ça le populisme. Alors que la démocratie, je m'adresse à le peuple dans son entièreté. Je tiens compte des contradictions. Même à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Voilà. Donc c'est ça, le populisme, il est là. Il est de choisir une catégorie et puis le troisième élément, alors il y a beaucoup de choses dans le texte que tu m'as donné, mais le troisième élément qui m'a marqué, c'est l'influence de Vladimir Poutine dans la politique américaine, dans le discours américain, et tout ce qui relève de la menace extérieure dans le traitement intérieur des États-Unis. Et là, on se demande à quel point Poutine n'influence pas le cœur même du pouvoir américain. Ouais. Donc on en est là. Ouais. Il y a un alignement des pensées qui est assez incroyable, notamment sur l'Ukraine. On voit bien que ça s'accorde sur le dos des peuples meurtris d'Ukraine. Il n'y a pas de nuance dans cet alignement. Et là, on a entendu parler de la petite musique, des influences étrangères et des guerres hybrides, qui est un vrai phénomène. La guerre hybride, qu'est-ce que c'est ? C'est d'attaquer les États, mais non pas sur les terrains de guerre classiques, mais sur les terrains détournés, et notamment le terrain informationnel, le terrain de l'influence. Et bien là, on observe de manière assez évidente les effets d'une guerre hybride qui bataille dans les esprits américains, puisque les meilleurs théâtres fragiles des guerres hybrides, ce sont les démocraties. Les Américains, ça reste une démocratie, et je pense que la Russie est très très forte dans ce type de combat, et son théâtre de jeu, eh bien, c'est l'Europe d'une part, et c'est les États-Unis également. Et là, donc, on comprend dans le texte que tu m'as donné que l'influence de Poutine chez Trump est en réalité un effet très efficace de la guerre hybride menée par la Russie, par l'Azerbaïdjan, enfin par tous les pays de l'Est. C'est effrayant, Daniel. Oui, pour compléter ce que dit Emmanuel, moi j'ai été frappé par une chose dans la comparaison. Alors ce n'est pas une référence à l'article, hein, c'est une référence à ce qui se passe par rapport à ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé en Allemagne au moment de la montée du fascisme. C'est la nuit de cristal, au moment où on brûle. Alors on détruit un certain nombre de symboles de la démocratie, mais on brûle des livres. Et ça, brûler des livres, c'est en général, les régimes dictatoriaux, c'est ce qu'ils font. Donc ça veut dire s'attaquer à la science et l'obscurantisme. Et dans notre société numérique, qu'est-ce qui correspond à brûler des livres ? C'est effacer les mémoires dans les ordinateurs. Et dans les universités, c'est actuellement ce qui est en train de se passer sur ordre de Trump et de Musk, c'est qu'on efface les programmes de recherche. Donc c'est quelque chose qui peut avoir une incidence, mais capitale et dramatique. Sur le monde. Oui, mais aux États-Unis pour commencer. Mais nécessairement. Eddy ? Je pense qu'il y a une dimension qu'on devrait malgré tout exprimer, c'est que les médias s'arrêtent aux décisions et aux décrets que signe Trump en nous montrant son truc. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Il faut rappeler que un certain nombre de décisions, et en tout cas les plus sensibles de Trump,
sont bloqués. Oui, il faut le dire. Oui, quand tu fais l'école buissonnière, oui, non, mais bon, profitez-en pour me rappeler. Oui, mais c'est ça. Faut quand tu n'es pas là, il faut que tu regardes l'émission après. Non, moi, ce que je voudrais, c'est que les discours alarmistes que nous tenons, et que la presse Alors, je ne parle pas de ce que nous disons ici. Je parle de la presse de manière générale. Il faut que les gens aillent plus loin. Par exemple, il y a un article du Monde qui dévoile toutes les contre-mesures qui sont prises par les juges fédéraux. Et Trump est parfaitement conscient qu'il est dans une démocratie et il en appelle à la Cour suprême pour valider, par exemple, tous ces décrets sur des suppressions. Or, la Cour suprême dit, attendez, monsieur Trump, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous ne pouvez pas virer 16 000 fonctionnaires avec un trait de plume. Et il y a un juge de Californie qui vient de dire à Elon Musk qu'il a viré 16 000 personnes, qu'il faut les réintégrer au 15 avril. D'accord. Pendant que tu as la parole, parlons de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, qualité acronyme, qui ouvre une enquête sur le lobbying qualifié d'opaque du groupe Bernard Ayotte. Bon, alors, cette Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'est pas destinée à gérer au départ le lobbying. Okay, on lui a fourgué ça. Au départ, les socialistes qui viennent de se prendre une claque monstrueuse avec Cahuzac, ministre de la Santé de l'époque, qui avait dit les yeux dans les yeux, je n'ai jamais volé de l'argent. Fraudé le fisc. Bon, voilà. Bon. Et finalement, il a été condamné. Il a même fini médecin sur le fleuve en Guyane, en payant sa dette. Oui. Bon. Cette haute autorité est d'abord là pour vérifier que les gens qui exercent du pouvoir ne s'enrichissent pas pendant leur période d'exercice du pouvoir. C'était ça c'est ça le but. OK ? Et c'est fantastique parce que je vous invite donc à aller sur le site de la haute autorité et vous verrez maintenant que des adjoints au maire de communes martiniquaises doivent obligatoirement mettre leur patrimoine au moment où ils sont nommés. Et on découvre des choses fabuleuses. Voilà, je m'arrêterai là. On va les voir. Vous allez voir, vous allez rigoler. Des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils sont pauvres, etc. Mais bon, quand on regarde leur patrimoine, on se dit bien, c'est sympathique. Ce qu'il faut, c'est vérifier qu'une fois que le mandat est terminé, que ce patrimoine n'a pas mystérieusement explosé pour éviter le cœur du boulot, c'est d'éviter la corruption. Voilà. Et puis, incidemment, on leur a dit, bon, les mecs, comme vous n'avez rien à faire, ils sont 75, hein, vous imaginez 75 personnes pour gérer des dizaines de milliers d'élus, compliqué. Plus les parlementaires, etc. Bon. Eh bien, vous allez vous occuper de tenir un registre de déclaration du lobbying. Alors, dans toutes les grandes démocraties, quand on a comme métier de faire, d'exercer une influence sur des gens qui doivent prendre des décisions, donc des élus, on doit s'enregistrer. En France, c'est devenu très tardif parce que c'était du lobbying, on va dire... occulte. Voilà, occulte. Bon, par exemple, le must du must en matière de lobbying, c'est les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas pénétrer la Chambre des représentants ou le Sénat si vous n'êtes pas accrédité lobbyeur. Et donc, vous devez dire combien d'argent vous avez versé à tel représentant ou à tel sénateur. Vous devez dire ce que vous faites dans la vie quotidienne en tant que lobbyeur, etc. Bon. Et puis, il y a une autre entité qui est très, très stricte dessus, c'est la Commission européenne. C'est pareil. Là. Alors, la France a dit, bon, OK, je vais faire ça parce que, globalement, on a vu que le lobbying, en fait, était extrêmement puissant en France, notamment dans l'agriculture et l'industrie. Venons-en au groupe Ayotte. Oui, non, mais il faut que les gens comprennent pourquoi. Oui. Alors, le groupe Ayotte, semble-t-il, selon une enquête de Libération. Exerce de manière intensive un lobbying auprès du gouvernement, on va dire ça comme ça. Oui. Libération fait une enquête. À partir de cette enquête de Libération, il y a un organisme, une ONG, une organisation non gouvernementale qui s'appelle Transparency International, qui fait un signalement de cet exercice accentué et systémique du lobbying du gouvernement Ayotte envers le gouvernement à la haute autorité.
Et la haute autorité, semble-t-il, selon Transparency, aurait déclenché une enquête. Bon, alors on n'a pas d'indication sur l'effectivité du déclenchement de l'enquête, mais ça participe, bien évidemment, d'un tempo que vous connaissez, d'une séquence anti-Bernard Arnault. OK ? Bon. Alors, moi, ma réflexion est la suivante. Si le groupe Bernard Arnault ne s'est pas enregistré pour faire du lobbying, est-ce que c'est le cas du seul groupe Bernard Arnault ? Bon. Alors, j'ai été regarder ce fameux registre. Parce que ce registre est public. Vous pouvez regarder qui est-ce qui est enregistré. Et donc, j'ai pris les visites au ministère, même publiques, hein, des demandes. Alors, pour ça, il faut regarder les agendas des ministres. OK ? Donc, j'ai pris l'agenda du ministre, des ministres, les 4 derniers ministres de l'Outre-mer, et j'ai regardé qui est venu à demander une audience. OK ? J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de groupes martiniquais, qui n'étaient pas le groupe Bernard, qui ne sont pas le groupe Bernard Arnault. Évidemment, il y a eu le groupe Bernard Arnault. Et donc, j'ai été chercher dans ce fameux répertoire s'il y avait ces gens-là. Ils n'étaient pas là. Pas là non plus. Bon. Alors, je me suis dit, c'est peut-être une erreur. Alors, allons regarder des groupes internationaux, français internationaux, pour voir s'ils sont dans ce fameux registre et s'ils ont demandé des audiences. Et puis, des audiences répétées. Bon, notamment, j'ai pris Total. OK ? Et je me suis dit, le mec de Total va voir régulièrement toute une série de ministres et il semblerait que Total est dans la liste classique, mais des gens qui représentent Total et qui vont voir les ministres, ils ne sont pas là. OK ? Il y a un certain nombre de lobbyeurs, on va dire, attachés au groupe Total, notamment des filiales de Total qui ne sont pas là. Donc je me suis dit que globalement, pour faire un scoop, c'est sympa. Okay, c'est comme le dépôt, le dépôt des comptes. Le groupe Bernard Arnault n'a pas déposé ses comptes. Alors je me suis dit, qui est-ce qui n'a pas déposé ses comptes en Martinique ? Sur 55 000 entreprises, non, sur 33 000 entreprises, 55 000 établissements, il y a 23 000 entreprises qui n'ont pas déposé leurs comptes. D'ailleurs, le greffier de Martinique a convoqué 23 000 entreprises pour leur dire, vous déposez vos comptes. D'ailleurs, une de mes entreprises n'a pas déposé ses comptes. J'ai été convoqué et par séquence de traitement, parce que ça va devant le tribunal, hein, oui. Tribunal, et puis vous avez des amendes, et ça va beaucoup plus loin maintenant. Le greffier, avec l'aide du tribunal, peut radier l'entreprise. Donc ça veut dire que l'entreprise, sur le plan juridique, n'existe plus. Si elle n'existe plus sur le plan juridique, on le signale à la banque. Et la banque est tenue de fermer les comptes de l'entreprise. Vous imaginez ce que ça a comme conséquence. Donc en clair, focus sur le groupe Bernard Arnault. Il y a intérêt à ce que les autres fassent très vite pour se mettre en règle, parce que ce n'est pas un groupe. Je les ai listés, il y en a 80. Il y a 80 groupes martiniquais qui font plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui font du lobbying toute la journée et qui ne sont inscrits nulle part. Voilà. Ouais. Et puis, enfin, pour nous juristes, Daniel ne va pas me contredire, le simple fait d'avoir omis son inscription sur une liste des lieux, en soi, bon, ce n'est qu'une contravention, une faute formelle. Un manquement. Un manquement. Le plus intéressant aurait été de savoir s'il y a effectivement une action de lobbying effectuée, donc avoir le contenu des échanges, de l'influence qui a été tentée auprès de ces ministres. Oui. Mais ça, c'est secret. Ça, c'est secret. Oui, c'est ça qui serait intéressant, parce que le fait qu'on a omis de dire qu'on est allé voir le ministre pour lui parler de... Et puis moi, je me dis que lorsqu'on a 18 000... c'est une réflexion personnelle, ça n'engage que moi. Lorsqu'on a à peu près la commune... Quelles sont les communes qui ont plus de 18 000 ? Je sais que Saint-Joseph doit avoir 16 000 personnes. Enfin, quand on gère le Parlement l'équivalent d'une commune de Martinique, on peut quand même de temps en temps aller voir un ministre pour régler les problèmes. Mais j'ajouterais que tant qu'on a la liste, le nombre de fois où il est allé voir le ministre, je dirais que ce n'est pas grave. Prenons le cas de l'homme le plus riche de France, qui est Bernard Arnault. Bon, mais il n'a pas besoin d'aller voir un ministre. Il est à l'Élysée, il est reçu par un truc, il peut dire tout ce qu'il a à dire. Donc, c'est pas là. Quand on veut vraiment faire, c'est pas là. C'est pas en s'inscrivant parce qu'on est sur l'agenda de ministre. Il y a un élément majeur aussi que j'ai oublié d'ajouter, c'est qu'en Martinique, il y a eu un lobbying extrêmement puissant d'entreprises martiniquaises au moment où on a fait la péréquation de l'octroi de mer. Vous savez qu'on a retiré l'octroi de mer, 7,5% par exemple, sur un certain nombre de produits,
Et on a augmenté, je vais vous en donner un par exemple, sur les véhicules de transport, on est passé de 7,5 à 15. Il y a des mecs qui ont souffert très fortement là. Eh ben, le lobbying qui a consisté à aller voir Serge Letchimy en disant « Serge, est-ce que tu peux ne pas augmenter ça ?» Ça ne fait pas l'objet d'une quelconque déclaration de presse, ça. Ouais. En fait, donc, ce sont des délits formels qui font le buzz, quoi, qui permettent oublier dans 3 mois. En parlant des tout-petits, suppression de... Alors pourquoi on va parler de la suppression de 89 postes d'enseignants à la rentrée en 2025 en Guadeloupe? Parce que beaucoup d'amis guadeloupéens nous écoutent. Et je pense que c'est caractéristique, ça aurait pu se passer en Martinique aussi. C'est très intéressant cette corrélation entre la relation qui est entre les normes de l'Hexagone, quoi, sur la population, et puis le nombre d'enseignants, et puis aussi la réalité de l'enseignement, et des exigences, surtout les exigences de l'enseignement. Oui, alors je pense que tout le monde a suivi aux actualités qu'il y a eu une grosse manifestation le mardi 25. Alors là, vraiment, tout bord réuni, tout groupe réuni, c'est-à-dire qu'il y avait les enseignants, il y avait le personnel, les parents d'élèves, les élus, front uni, parce qu'il y avait 89, il y a annoncé pour la rentrée 89 suppressions de postes. Et l'un des principaux syndicats, qui est la FSU, qui est Eddy Ségur, qui a indiqué que l'approche était une approche qui consistait à dire il y a une baisse de la démographie, donc on baisse le nombre de personnes, et qu'il fallait avoir une autre approche, notamment en prenant en compte la notion d'éducation prioritaire, et qui est la réalité des résultats scolaires en fonction de la réalité sociale. Et il considère que la totalité de l'académie devrait être en éducation prioritaire, voire éducation prioritaire plus. Quelles conséquences ça a? L'une des plus importantes conséquences, c'est le dédoublement des classes. Donc, en dédoublant les classes, on n'a pas besoin de supprimer le personnel, parce que même si la population diminue, ce qui est une réalité, on ne peut pas en discuter, mais c'est qu'on aurait des classes de moins d'élèves, et donc ça permettrait de rattraper le retard, puisque à l'heure actuelle, le constat, c'est ça, c'est que les résultats au niveau scolaire ne suivent pas. Et l'un des parlementaires qui est intervenu indiquait que la rectrice, elle fait preuve de bonne volonté, mais elle ne fait qu'obéir aux directives nationales, et que lui considérait que le combat devait être mené auprès du ministère. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a deux approches. Il y a l'une qui est une approche, je dirais, mathématique, comme on a dit, on diminue, il y a moins de... Je rappelle que l'année dernière, on avait fait un article, enfin on était intervenu dessus en Martinique. Il y avait l'équivalent d'un collège, c'est-à-dire de 300 élèves en moins. Oui, donc c'est une réalité. C'est pas vraiment la baisse démographique a des conséquences sur la population scolaire. Mais en fait, la vraie question, et c'est ce que posent à la fois enseignants, parents d'élèves, c'est quelle approche de l'enseignement, c'est d'avoir une vision globale, ce dont tu parles de façon assez régulière, les états généraux de l'éducation. Absolument. Et il faut cette question-là, tant qu'on va la prendre par des petits bouts comme cela, on ne va pas régler le problème, parce que les résultats, le décrochage scolaire, lui, il est toujours là. Le constat, c'est ça. Et on n'a pas, malgré toutes les dispositions qui ont été prises, je parle de la Guadeloupe, là, il n'y a pas eu de résultats. Donc la nécessité d'une approche globale est absolument nécessaire. Donc 80 postes sont en jeu. Qu'est-ce que ça va donner? Ils s'y sont pris assez tôt, puisqu'ils se sont pris au mois de mars. Peut-être que, alors je précise que dans le budget national, au départ, dans le précédent gouvernement, il y avait 4000 postes qui devaient être supprimés. Quand Bayrou est arrivé, il est revenu sur cette disposition, et donc on a renoncé à supprimer ces 4000 postes. Donc ils se disent, en Guadeloupe, pourquoi nous ne bénéficions pas de cette remise en quelque sorte dans le pot des postes qui avaient été prévus. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait peut-être un geste, je dirais. Tout dépendra de la motivation de chacun. Pourquoi cette propension à vouloir nous plaquer sur nous des réglementations ou bien des statistiques ou bien des chiffres, plaquer cette réalité et puis ne pas
de faire cette réalité se mettre au niveau de l'Hexagone qui est la référence. Notamment ce qui concerne le niveau de vie, ce qui concerne Pourquoi n'est pas... Pourquoi... Non, mais alors, non, ça ne suffit pas, hein, par contre, hein, parce que je prends l'exemple au niveau des zones d'éducation prioritaire, au niveau de l'accompagnement des élèves qui sont des élèves en difficulté. On a le taux de couverture. Je prends le cas de la Martinique, parce que je ne connais pas les chiffres de la Guadeloupe. Pour la Martinique, on a le taux le plus important de France. Hein. Donc, c'est pas, au niveau des chiffres, on est bon. Mais le problème, c'est que sur la base, on a plus d'enfants qui nécessitent d'avoir une aide. Oui. Oui, non, mais ça, c'est une réalité. Oui. Donc, on a en même temps, on est bon, en quelque sorte, au niveau du personnel qui a été formé, mais le personnel formé n'a pas été suffisant compte tenu de la réalité du terrain. Donc, c'était suffisant. Tu as la réponse. Oui. Quelles sont les opportunités offertes par la CARICOM? Je sais qu'on a déjà traité ça, mais comme ça vient d'être signé, qu'on est complètement installé dans la CARICOM, il faut qu'on reprenne le sujet avec tous les aspects paradoxaux et complexes de la question. Je pense que l'adhésion de la Martinique dans le bassin caribéen à travers la CARICOM, c'est une très bonne chose. Ça ouvre plein de perspectives. C'est logique de faciliter l'intégration de la Martinique, de la Guadeloupe demain dans ce bassin pour pouvoir commercer. Ce n'était pas normal que la Martinique soit une bulle isolée dans un environnement. Bon. Donc, jusque-là, c'est très bien. Maintenant, j'ai envie quand même de rappeler quelques prérequis pour que ça fonctionne, parce que voilà. Le contrat est signé, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore remplies pour que ça fonctionne bien. Ouais. Alors, d'abord, rappeler quand même qu'il faut peut-être que nous apprenions, alors quand je dis nous, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, puisque nous sommes déjà 3 territoires français qui constituent ce qu'on appelle le marché unique régional, qui ne parvient pas déjà entre nous, alors qu'on parle la même langue, on est dans les mêmes lois, à s'harmoniser. Donc il faut aussi qu'on soit un peu critique vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on fasse des efforts dans le champ où on a déjà capacité à performer. Je prends l'exemple de l'octroi de mer, par exemple. C'est assez incompréhensible, après notamment les discussions qui ont eu lieu récemment, qu'on ne soit pas parvenu ou qu'on n'ait pas intégré la contrainte de la Guadeloupe et de la Guyane dans la définition de nos taux. La deuxième chose, c'est que notre exemple, moi que j'appelle de mes voeux depuis déjà quelques années, c'est de dire on est une destination touristique, la Martinique, mais on l'est aussi au niveau régional. On pourrait très bien produire une offre majeure touristique à l'échelle au moins des Antilles françaises. On pourrait faire des packages. Donc ça veut dire qu'il y a matière à coopérer déjà entre nous, et il faut qu'on active ça. Bon, il y a l'exemple de l'UAG également, qui est un désastre, je trouve, catastrophe. Qui a démontré notre difficulté à consolider nos coopérations. Et puis les 2 derniers prérequis qui me semblent importants, l'anglais. Il faut que nous soyons anglophones. Ça me paraît évident que l'apprentissage de l'anglais doit être une priorité dès le plus jeune âge. Enfin, il faut mettre le paquet sur ça, parce qu'à un moment donné, la langue sera un frein. Donc, pour moi, c'est du bon sens, mais il faut dire et dessiner et décider que l'intégration dans le CARICOM passe aussi par un apprentissage renforcé de la pratique de l'anglais. Oui. Et là, on devrait avoir 2 fois plus de cours d'anglais que dans l'Hexagone, ne serait-ce que parce qu'on est dans le bassin caribéen. Oui. Et puis le dernier point, j'en finirai là, nous avons des entreprises martiniquaises, on en a déjà beaucoup parlé, mais je le redis, qui ont des contraintes françaises et européennes dans un bassin dérégulé, qui est le bassin de la CARICOM, avec des charges de fonctionnement qui ne sont pas du tout les mêmes, ce qui fait qu'on ne peut, en l'état, pas commercer correctement avec nos voisins, parce que les règles du jeu économique ne sont pas les mêmes. Alors, bien évidemment... Tu veux parler des normes? Alors, je veux parler des normes, oui. Je veux parler des charges de fonctionnement des entreprises. Oui. La valeur d'un salaire en Martinique est 10 fois plus élevée que la valeur d'un salaire à Sainte-Lucie. Donc, on est dans un ratio de 1 à 10. Comment voulez-vous, avec cette variation de handicap, fonctionner à armes égales dans la compétition du business? Il faut harmoniser un peu. Et c'est en cela que la zone franche sociale, que j'appelle de mes voeux, est un des outils, alors ce n'est pas le seul,
mais c'est un outil qui aurait au moins le mérite de ramener un peu notre capacité à commercer avec nos voisins. Et je considère que la zone franche sociale, pour le coup, est à mettre en place aussi parce que nous avons signé notre entrée dans le CARICOM. Vous voyez, donc il faut nous remettre en compétitivité avec nos voisins de la Caraïbe. Et je passe bien évidemment sous silence les harmonisations ou la gestion des taxes, des taxes douanières, la politique douanière qui doit être bien évidemment optimisée. Mais il faut pas faut qu'on reste lucide. Si on ne fait pas ça. Puis comment on fait pour communiquer les bateaux, les avions, la connectivité? Oui, alors, il y a l'infrastructure. On a quand même des atouts infrastructurels. Faut voir les choses positivement. On a de réels atouts infrastructurels. On a un port, on a un aéroport. On a un manque de liaison. Mais vous savez, les liaisons viendront avec le commerce. Si le business, si nos conditions de commercer sont établies, moi je fais confiance aux opérateurs, de créateurs de liaison pour nous aligner. On a laissé passer le mois de février sans parler réellement des leçons à tirer de la crise de février 2009. J'ai dit, ça semble un peu anachronique, mais c'est bien quand même, là, maintenant que ça s'est calmé un peu, d'en parler. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai compté le nombre de crises qu'il y a eu au XXe siècle, de crises sociales au XXe siècle. Il y en a une en moyenne tous les 20 ans. Ouais. Chez nous, des crises au XXIe siècle, on commence à en avoir une tous les 5 ans. Je dis, d'accord, c'est inquiétant. Et puis, brutalement, depuis 2020, on a une tous les ans. Ouais. Bon, je pense que ce que marque 2009, c'est la fin des crises structurelles. C'est le début des crises conjoncturelles. En clair, il y a, tu l'as dit, il y a un terreau qui est fébrile et qui est lié aux discriminations, à l'existence d'un système qui ne fonctionne pas, bon, dont les créateurs ne se préoccupent plus du tout. Les gens qui ont créé le système, c'est le gouvernement français qui, en 1960, dit « Bon, allons arrêter. Crise sociale, 59, plusieurs morts, etc. Allons arrêter le caractère débile de notre système qui est basé... » C'est là qu'il y avait une vraie économie de comptoir. J'en profite pour égratigner tous ceux qui emploient le mot économie de comptoir, qui n'existe plus. Okay, fin de l'agriculture exportatrice liée au sucre, un peu au rhum, mais bon, essentiellement le sucre. 1960, c'est fini. Bon. Et là, on crée un système qui est basé sur des flux financiers liés au fonctionnariat et on crée une vraie classe sociale de fonctionnaires et puis on dote le pays, on le modernise. Il n'y avait pas de poste, il y avait un enseignement qui était complètement déshérité. On crée tout ça. Bon. Le problème, c'est que ce système qui a été créé, il est arrivé à son, comment dirais-je, à son terme, puisque le pays est équipé. On ne va pas continuer à remettre des fonctionnaires, etc. Donc il faut créer autre chose. Or, la problématique, c'est que ce système qui est basé sur un surclassement d'une classe sociale en termes de revenus, a créé des différentiels nocifs, mortifères, insupportables pour une bonne partie de la population. Bon. Et ce gap-là, il faut le combler. Et donc, il faut réinventer notre système. Bon. La crise de 2009, c'est la fin comment dirais-je, de l'indignation structurée. C'est des syndicats, des hommes politiques, l'État, et puis le peuple qui regarde. La majorité des gens qui ont défilé le premier week-end, ce sont des fonctionnaires. Parce que même pour les fonctionnaires, en tout cas ceux qui gagnent moins de 2 000 €, c'est chaud. OK ? Bon. Et c'est fini. C'est fini parce que les syndicats, on a vu leur capacité de mobilisation décroître. Les politiques nous ont dit au revoir. Au fait, vous avez eu 200 €. Bon. Ils ont disparu, les 200 € ou les 300 €. Tout ça, les gains réels, directs ont disparu. L'inflation a explosé les fameux prix baissés bas. Alors, baissés bas, en plus, sur un plan purement
du cynisme, ils étaient vraiment des prix baissés bas parce qu'ils étaient en bas des rayons, qu'il fallait se mettre à genoux pour aller chercher les produits. Le type qui a fait ça, il est vraiment fort, quoi. Donc, globalement, on s'est foutu de la gueule des gens, quoi. C'est ça les premières leçons. Donc, fin de la mobilisation structurelle, début de la mobilisation conjoncturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous ne vous occupez plus de nous sur un plan global, vous avez renoncé à faire en sorte que le système puisse changer, eh bien, on va vous rentrer dedans à chaque énervement. Alors, le plus symbolique et qui reflète bien cette espèce de destruction du rapport de force avec ce qu'on appelle très classiquement les corps intermédiaires, enfin, les gens qui sont entre le peuple et ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les syndicats notamment, les associations, c'était 2021. Novembre 2021, il y a des gens qui en ont marre qu'on les empêche d'aller au supermarché, qu'on les empêche d'aller zouker, et puis en plus qu'on veut les vacciner. Ils en ont marre. Les syndicats sentent que ça bouge un peu, ils font un mouvement. Et puis, une semaine après, il n'y a plus de syndicats, les jeunes se sont emparés des ronds-points, ils ont mis en place un système de paiement, enfin, politiquement incorrect, c'est de raquettes, voire d'agression sexuelle sur les femmes, ils obligent les médecins à passer dans des trucs de feu, vas-y, prouve que t'es fort, passe dans le feu. Un truc débile, quoi. Absence de contrôle total. Et ça, c'est ça, la révolution, entre guillemets, conjoncturelle. Pareil pour Monsieur Pinto. Monsieur Pinto a des problèmes personnels on va dire, de terrain. Boum, émeute. Monsieur Petitot arrive, il dit la vie chère, etc. Boum, émeute, etc., etc. Et ça va être ça de manière systémique. Donc, l'une des leçons, c'est fin de système, à la fois le système économique, fin de système de revendication politique, et personne ne sait ce qui va arriver, sauf les gens qui disent « mais moi, je continue à souffrir ». Et comme j'ai vu que vous réagissez de manière un peu systématique à l'essence et à l'allumette, eh ben, je vais le faire. Très bien. Très bien. Nous avons pris un petit peu de retard. Et tu vas quand même nous parler des 90 000 personnes qui ont défilé les rues de Paris pour le racisme. Ben oui, succinctement, effectivement. On a un peu oublié, mais c'est un élément très important. Cette mobilisation qu'il y a dans le monde contre le racisme et contre les discriminations. Il faut se rappeler qu'il y a une convention qui a été signée depuis 60 ans, parce qu'il faut aujourd'hui parler ce langage. Vous savez, on est dans un monde de plus en plus violent, on est dans un monde de plus en plus qui se renferme sur lui-même. Or, il faut absolument réactiver, et c'est bien pour ça qu'il y a eu un certain nombre de publications de la presse. Il y a eu des défilés en France, il y a eu plus de 100 000 manifestants qui ont réclamé, si vous voulez, une mobilisation contre le racisme, contre les discriminations, qui ont réclamé à travers les syndicats d'enseignants, l'UNSA par exemple, que l'information, l'enseignement des enfants soit basé aussi sur cette sensibilisation pour pouvoir effectivement vivre ensemble. On revient au concept de vivre ensemble. Alors tout à l'heure, tu parlais des États-Unis et c'est inquiétant. On a vu comment M. Trump veut remettre en question tout le système de l'éducation en considérant que les enfants sont embrigadés dans des... Voilà. Or, si vous voulez, admettre la diversité, c'est vraiment fondamental. Donc, il faut espérer que ces mobilisations, sur ces messages de tolérance et de bienveillance, vont pénétrer toute la société. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec la liberté de l'information, n'importe qui dit n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut effectivement repenser les méthodes de sensibilisation et d'éducation des enfants pour que nous puissions vivre dans un monde un peu plus tolérant. Alors, pour terminer, c'est un peu ma volonté, quand je pensais à Kamala Harris, je pensais qu'elle pourrait incarner, si vous voulez, cette fraternité universelle. Mais on a bien vu que c'est Trump qui a été élu avec des orientations qui sont beaucoup plus radicales, si je puis dire, que ce qu'elle pourrait proposer. Un extraordinaire sens de la synthèse. Un petit jingle quand même pour la culture. La musique. Anthony Phelps. Oui, alors la littérature, je ne dirais pas seulement haïtienne, mais internationale, est mise à rude épreuve, puisqu'on a eu la disparition de Franck Etienne, dont on a parlé la semaine dernière. Et puis maintenant, c'est Anthony Phelps, qui est aussi un monument de la littérature.
Alors, comme Franck Etienne, Anthony Phelps, c'est quelqu'un qui a, je dirais, qui a un talent multiple. C'est un poète, c'est un romancier, c'est un journaliste, c'est un dramaturge, c'est un réalisateur de cinéma. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande palette. Alors, il a fait ses études, je dirais, secondaires en Haïti. Après, il est parti aux États-Unis et au Canada, où il a fait des études de chimie aux États-Unis. Après, au Canada, il a fait de la photographie et de la céramique. Il est revenu à Haïti. Et là, il a créé un groupe littéraire c'était d'abord Samba et ensuite Haïti littéraire. Et il a créé une radio, il a créé un centre culturel. Et il était, bien entendu, alors ça se passe au moment où Duvalier est au pouvoir, et il est un opposant à Duvalier, ce qui lui vaut d'être arrêté et de passer 3 semaines emprisonné. Alors les conditions de prison sous Duvalier, je peux vous dire que c'était pas... Ouais. On s'en souvenait et longtemps. Donc après ça, il décide de partir. Comme beaucoup d'intellectuels, il s'exile et il va au Canada, qu'il avait connu quand il était étudiant, et c'est là où il va être journaliste au Canada, et il va développer toute sa production littéraire. Sa production, beaucoup de poésie, il y a 5 romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des films. Et ce qu'il a fait connaître dans le monde entier, c'est ce livre, Mon pays que voici, qui est un recueil de poèmes qui a également été mis sur disque et qui a été diffusé. Et c'est dommage que je n'ai pas le temps, mais je vous invite vraiment à lire parce qu'il y a un rythme dans ce poème. Et il est en même temps à la fois désespéré et avec un espoir parce qu'il se dit son pays, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Il le dit en disant quand j'écrirai un poème, quand je serai mort avec mes os, pour dire mon pays, pas mort, pas mort. Et on ne peut qu'espérer quand on voit la situation de Haïti. Je terminerai en disant que c'est quelqu'un qui a eu un certain nombre de reconnaissances internationales, et notamment, il a eu 2 fois le prix Las Casas de la poésie, et il a eu le prix Carbet en 2016. Il a eu l'occasion de se rendre à la Martinique, où il a rencontré Édouard Glissant. C'est quelqu'un qui est donc très présent dans la littérature du monde, et beaucoup de personnes se réfèrent à la poésie d'Anthony Phelps. Donc, la littérature est une fois de plus en deuil. Oui, haïtienne en plus. Très bien. Un jingle pour la musique. Lorsque Daniel a proposé de traiter la littérature de cet auteur, Phelps, elle a demandé à Christian de parler de Toto Bicinte. J'ai trouvé que c'était très harmonieux. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié, Daniel, je te remercie. Donc, Toto Bicinte, alors, comme on n'a pas beaucoup de temps... Non, tu prends longtemps. Voilà. Déjà, elle est née en 1934 à Cap-Haïtien. Elle est décédée en 1994, elle a 86 ans. Alors, je vais vous proposer quand même quelques éléments qui me paraissent, si vous voulez, suffisamment probants. Donc, on va commencer avec la première vidéo où il y a une présentation de Toto Bicinte et de son itinéraire. Elle a été l'une des premières actrices noires à embrasser à l'écran un acteur blanc. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Toto Bicinte, actrice et chanteuse haïtienne. Elle est née en 1934 à Cap-Haïtien, la grande ville du nord d'Haïti, au moment où prend fin l'occupation du pays par les États-Unis. Après des études à New York, elle arrive à Paris à 19 ans. C'est là qu'elle crée la troupe Les Griots, une compagnie de théâtre uniquement formée de comédiennes et de comédiens noirs. Avec Les Griots, elle remporte le 2e prix du concours national du théâtre universitaire en 1956 pour la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre. Ils créeront également la pièce Les Nègres de Jean Genet. En 1959, elle fait ses débuts au cinéma et crée le scandale en jouant le rôle d'une femme noire aimée d'un homme blanc dans le film du réalisateur Claude Bernard Aubert, Les Tripes au soleil. Toto Bicinte jouera dans 10 autres films devant la caméra d'Ousmane Sembène, de Medondo, de Raoul Peck, mais c'est comme chanteuse qu'elle va surtout se faire connaître. Dans sa musique, elle mixe les influences françaises et haïtiennes en y mettant aussi de la culture vaudou. Elle fait de ce mélange une arme pour diffuser la culture caribéenne au-delà des frontières
notamment en Europe. Pour Toto-Bicinte, chanter des musiques inspirées du culte vaudou, c'est faire entendre la voix des oubliés, des esclaves et de leurs descendants. C'est rendre hommage à leur résistance et à leur combat. C'est rappeler qu'en se révoltant à Haïti, ils ont éclairé le monde. Exilé d'Haïti pendant la dictature des Duvalier, Toto-Bicinte n'a pu y retourner qu'après la chute du dictateur Baby Doc, et c'est là qu'elle a terminé sa vie dans son île chérie le 4 juin 1994. Très bien. Oui, en précisant qu'elle a fait un séjour à la Martinique. Ah, voilà. Donc vous voyez, j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est idéal pour présenter Toto-Bicinte, parce que c'est un personnage extraordinaire qui a porté la voix d'Haïti dans le monde entier, qui a crié les douleurs d'Haïti, qui a dénoncé le duvalierisme. On va écouter une deuxième vidéo, et surtout qui a été chanteuse, puisqu'elle a un itinéraire cinématographique. On va écouter une deuxième vidéo. Haïti, m'en parle rien ou encore. Senti ou sale, et puis au grand goût. Haïti, sous grand rue, actrice pour tout bateau. Haïti, crasé, vent chiré, j'ai pété. Haïti, sous Delma, sont la honte sans aveu. Haïti, barre, mais encore, barre, mais encore, barre, mais encore. Haïti, la culture. Entrée des artistes, latrine. Yo construit théâtre nous en sous caca. Radio, télévision, c'est plié. Vous avez aimé, j'espère. Ah ouais, c'est merveilleux. Alors, j'aimerais souligner effectivement qu'elle a tourné avec Sambéné Ousmane. Alors, Sambéné Ousmane, qui avait, je pense à Michel Traoré, notre ami décédé. Et c'est lui qui m'avait fait découvrir Chronique des années de Braise. Ouais. C'était un film merveilleux qui parlait de colonialisme français en Algérie, qui avait eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais qui n'avait pas beaucoup été diffusé en France. On comprend. Voilà. Alors, on va écouter une troisième vidéo, ça s'appelle Dei. Vous savez, Dei en Haïti, c'est le deuil. Et il s'est exprimé par Toto-Bicinte. Haïti chérie, mes petits tout mourir. Mais l'autre tout ni sa capote d'elle la pour moi d'ailleurs moi relais d'ailleurs Haïti d'ailleurs m'a chanté d'ailleurs Haïti Haïti Thomas mais son nom diaspora, mes pays à Kaba, sa capote d'elle la pour D'ayo, Manuel D'ayo, Haïti. On voit sur la pochette Marie-Claude Benoît. Oui. Et Myriam Mathéus, qui ont travaillé beaucoup avec Toto-Bicinte. Alors, Toto-Bicinte invoque bien évidemment tous les dieux vaudous. Papa Loco, elle invoque Papa Loco. Papa Loco, qui est un prêtre ougan. Elle invoque également le Loco, c'est aussi le guide spirituel protecteur des traditions. Voilà, elle a porté toutes ses voix dans le monde, et comme on l'a vu, avec effectivement les mélanges de musiciens, avec des musiciens. On va écouter Papa Loco, justement, précisément, qui est une interprétation également. Papa Loco, où c'est vent, où c'est l'aller, nous c'est papillon, la beauté nouvelle bayagoué. Papa Loco, où c'est vent, où c'est l'aller, nous c'est papillon, la beauté nouvelle bayagoué. Et tout ça qui dit bien, j'aime la yé. Et tout ça qui dit malo, j'aime la yé. Papa Loco, où c'est vrai, où c'est n'allé, où c'est papillon, la beauté nouvelle bayagoué.
C'est bien, Daniel disait qu'elle avait une présence sur scène, et moi j'étais justement en train de me rappeler, parce que j'ai vécu un petit peu avec Toto Bicente. J'ai vu beaucoup de spectacles de Toto Bicente, et c'est vrai que c'était envoûtant, c'était profond, c'était vraiment très émouvant. Et elle nous faisait découvrir Haïti aussi. Tout à fait, absolument. Alors on va terminer avec Papa Dambala. Alors Dambala, c'est une divinité aussi respectée qui représente la sagesse. Dambala est représenté sous forme de serpent, mais Dambala représente la pureté, la force, et associé à la création du monde. Et représente aussi la bienveillance et la bénédiction et la paix. Papa Dambala. Papa Dambala. Papa Dambala. Papa Dambala, Dambala. Vous connaissez petit tout. Papa Dambala, Dambala, l'oubli je pour garder. Papa Dambala, Dambala, vous connaissez petit tout papa. Papa Dambala, Dambala, l'oubli je pour garder. Donc, elle a des titres célèbres, Papa Loco, on a dit, L'Amisée pas douce, Des, Souffle vent, Haïti, M'en parle encore, L'Amisée au soleil, Jacques Mel. Donc, vraiment, c'est une dame que nous devons connaître parce qu'elle a illuminé un petit peu le monde à travers, effectivement, ce cri, puis son talent, et puis ses itinéraires cinématographiques. Voilà, merci Daniel. Haïti nous habite. Merci à vous tous. On a dépassé déjà quelques minutes, donc je vais vous saluer très rapidement pour vous remercier et vous féliciter. Merci. Vous avez été particulièrement bon. À très bientôt. Merci.